Bonjour à toutes et à tous. On est jeudi, le 4 juin 2026, et notre cher ami, notre frère Matthew Ho est avec nous aujourd'hui. Bienvenue à nouveau, Matt. Salut Nima, comment tu vas? Je vais très bien, vraiment très bien. Matt, j'aimerais commencer par ce qui s'est passé aujourd'hui. L'annonce faite par les États-Unis qu'un accord a été conclu entre Israël et le Liban. Alors, que contient cet accord? Que le Hezbollah doit cesser d'attaquer Israël dans le sud du Liban et qu'il ne mènera plus d'attaques au sud du fleuve Litani. Et le Hezbollah, ou plutôt le Liban, a déclaré qu'il n'avait aucune intention hostile envers Israël et aurait même désigné le Hezbollah comme un ennemi de l'État libanais. Donc, tout semblait aller dans ce sens. Sauf que le Hezbollah a rejeté l'accord en disant « Peu importe ce que raconte le gouvernement libanais, la guerre continue, et tant qu'Israël restera dans le sud du Liban, nous continuerons à les attaquer. » Alors, où en est-on? Comment voyez-vous la situation entre le Liban et Israël, qui, à mon avis, est plus critique que celle dans le Golfe Persique, et même plus critique que la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis dans cette région? On a à Beyrouth un gouvernement qui est en gros un gouvernement de collabo aligné sur les Américains et les Israéliens et qui sort ce plan de cessez-le-feu. En réalité, c'est juste un accord entre eux. Hezbollah n'a absolument pas été inclus dans sa conception, donc ça n'a aucun sens. Bien sûr, ça va servir à des fins de communication, de propagande, du genre « Regardez, Hezbollah viole le cessez-le-feu ». Les termes de ce cessez-le-feu, je les ai vus, sont complètement absurdes. Franchement, c'est orwellien. Les Libanais qui se battent contre un occupant sont ceux qui doivent quitter le sud du Liban. L'occupant, lui, n'a pas besoin de partir du sud du Liban. Et on a le gouvernement libanais qui a déclaré, comme tu l'as dit, Hezbollah, ennemi de l'État, ou peu importe la formule qu'ils ont utilisée, et qui en plus donne des ordres à Hezbollah. Ils ont mis en place ces soi-disant zones pilotes. Franchement, qui sait? Je ne sais même pas ce que ça veut dire, ni d'où ils sortent ce terme. Et apparemment, l'armée libanaise va aller y installer des garnisons. J'ai aucune idée de ce qu'il est advenu de la finule. Je ne comprends toujours pas ce qui va se passer avec la force de maintien de la paix des Nations Unies là-bas, qui compte environ 6 ou 7 000 soldats. Tout ça. Between the Americans and the Israelis that the compliant Lebanese government went along with. And so it's a farce. It's an absolute farce. It's nothing more than a press statement among three powers that agree to the continued ethnic cleansing of southern Lebanon. Comment comprenez-vous la façon dont Israël mène la guerre contre le Liban dans le sud? Parce que si Israël est en train de gagner, ou s'il a l'avantage dans cette région, pourquoi aurait-il besoin d'aller à Dahiya? Pourquoi aurait-il besoin d'aller à Beyrouth, d'attaquer Beyrouth, s'il est en train de gagner? Eh bien, ils veulent aller à Beyrouth, parce qu'ils veulent aller à Beyrouth. C'est aussi simple que ça, en partie. Les Israéliens, pour plusieurs raisons, veulent prendre autant de territoire que possible, et ils veulent infliger autant de dégâts qu'ils peuvent. Ils cherchent à s'emparer de terres, parce que, vous savez, l'idée du grand Israël qui s'étendrait jusqu'au Liban remonte à 120, 140 ans. Quelque chose comme ça. Et puis aussi, dans l'avenir, si jamais il devait y avoir. Enfin, là, on est vraiment dans la spéculation, parce que je ne vois pas ça arriver. Et je ne pense pas que vous le voyez non plus. Mais imaginons qu'il y ait un accord entre les États-Unis et l'Iran qui mette fin à toutes les guerres au Moyen-Orient, y compris celle entre Israël et le Liban. Dans ce cas, les Israéliens voudront contrôler le plus de terrain possible. Ils veulent, comme ils disent, créer des fesses sur le terrain, n'est-ce pas? Ils veulent en prendre autant qu'ils peuvent. Donc, si vous pensez
que dans 60 jours, un accord va être conclu, un accord qui mettra fin au conflit. Eh bien, ils se disent, profitons de ces 60 jours pour avancer au maximum. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il faut le dire, ils n'ont ni l'intention, ni la capacité d'envoyer leurs forces terrestres jusqu'à Beyrouth. Ce n'est pas leur objectif, et ils n'en ont pas les moyens. Mais alors, pourquoi ont-ils besoin de bombarder Beyrouth? Eh bien, c'est pour terroriser les Libanais et les pousser à se soumettre. C'est pour faire pression sur le gouvernement libanais, pour effrayer la population, pour essayer de semer la division à l'intérieur du pays, et peut-être même provoquer une guerre civile. En gros, ramener le Liban aux années 70 ou 80 si possible. Donc dans cette logique, si les Israéliens pensent qu'ils ont gagné, ils obtiennent soit une population libanaise terrorisée par les bombardements sur Beyrouth et d'autres villes, soit un affaiblissement du pays. Et plus précisément, ils viseraient des zones considérées comme proches ou alliées du Hezbollah. Mais certaines de ces bombes tomberaient forcément en dehors de ces zones. Donc, ce n'est pas seulement une question de terroriser son adversaire, mais aussi d'essayer de semer la discorde entre les différents groupes au Liban pour que certains se rejettent la faute. L'idée, c'est que les bombes israéliennes soient perçues comme la conséquence des actions du Hezbollah, que sans le Hezbollah, Israël ne bombarderait pas le pays. C'est ce genre de raisonnement, cet argument-là. Et les Israéliens pensent qu'ils peuvent s'en servir, qu'ils peuvent l'exploiter pour encore une fois provoquer ces divisions à l'intérieur du Liban, pour diviser et régner. Alors, vous savez, je pense qu'on voit aussi pas mal de choses de ce genre. Et il faut se rappeler que si on parle de la doctrine de Dahiya, c'est pas pour rien. C'est là que les Israéliens ont mis au point ce concept d'opération. Cette doctrine selon laquelle bombarder des civils pour le simple fait de bombarder des civils, tuer, mutiler, déchiqueter des hommes, des femmes et des enfants, c'est une fin en soi. L'idée, c'est une campagne de terreur. Et les Israéliens ont été, disons-le, très sûrs d'eux dans la mise en place de campagnes de terreur, surtout au Liban. Si on remonte à la façon dont ils agissaient dans les années 80, que ce soit avec l'artillerie, les bombardements, les chars, mais aussi avec l'utilisation de milices ou encore de voitures piégées. Eh bien, tout ça, c'était les tactiques israéliennes qu'on voyait à l'époque. Et l'objectif, c'était de terroriser leurs adversaires pour les forcer à se soumettre. Comment avez-vous perçu la façon dont tout ça s'est enchaîné? L'annonce d'Israël, la réaction de l'Iran, puis cet appel téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, dont Axios a parlé. Selon ce média, Donald Trump aurait dit à Netanyahou « La seule raison pour laquelle tu n'es pas en prison, c'est grâce à moi, et sans moi, Israël serait détruit. » Ce genre de propos absurdes qu'il diffuse. Et voici, d'où est-ce que Benjamin Netanyahou propose ça. Parlez-nous de l'appel que vous avez eu avec lui cette semaine, celui dont tout le monde parle. Le président a confirmé qu'il vous a dit « T'es complètement dingue ». Comment avez-vous réagi à ça? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant cet appel? Eh bien, je ne vais pas entrer dans les détails de nos conversations. On en a eu des milliers, enfin beaucoup, vraiment beaucoup. Et si vous pensez que c'est une crise, vous devriez entendre certaines autres discussions. Mais on a toujours trouvé un moyen d'avancer. On a tellement d'accords. On est d'accord sur l'essentiel. On veut régler la question du programme nucléaire iranien. On veut s'assurer que l'Iran ne représente pas une menace pour Israël, pour le Moyen-Orient, pour les États-Unis, qu'il ne développe pas d'armes nucléaires, ni les moyens de les livrer, non seulement à Israël ou à chaque capitale européenne, mais aussi à chaque ville américaine. C'est notre objectif commun. C'est ce qu'on s'est fixé dès le départ, tout en cherchant à élargir le cercle de la paix,
comme le président et moi l'avons fait ensemble avec les accords d'Abraham. Donc oui, on a des objectifs communs. Parfois, comme dans les meilleures familles, on a des désaccords tactiques, mais on trouve toujours un moyen de les résoudre. Et on le fait en grands amis. On peut être en désaccord le matin et agir ensemble l'après-midi. Mais cet après-midi va être très long. Je pense que le problème est vraiment grave pour Donald Trump, et il sait très bien ce qui se passe. Et pour lui, ça va pas être si simple. C'est pour ça qu'il réagit comme ça, qu'il communique de cette manière avec Benjamin Netanyahu. Oui, non, moi j'y crois à cette histoire. Je pense que d'abord Trump est connu pour avoir un sacré tempérament. Il est connu pour engueuler les gens. Mais aussi dans le grand panthéon des dirigeants du monde, passé et présent, Benjamin Netanyahu a peut-être été, ou est peut-être encore, le plus grand provocateur de tous. Je veux dire, on a entendu Bill Clinton en parler. Apparemment, quand Netanyahu a rencontré Clinton pour la première fois, il est entré dans le bureau ovale, et quand il en est sorti, Clinton était furieux. Du genre, mais pour qui il se prend ce type? Et puis Obama a été surpris au micro, avec Sarkozy ou Hollande, je ne sais plus, en train de se plaindre de lui, de le critiquer. C'est son style, c'est ce qu'il fait. Mais dans ce cas précis, Donald Trump est pris au piège. Donald Trump is in a trap. Donald Trump is stuck. He's in this war that Benjamin Donald Trump est coincé. Il est engagé dans cette guerre dans laquelle Benjamin Netanyahou l'a entraîné. Certains diraient même que Netanyahou l'y a poussé. Et c'est une guerre que Donald Trump ne peut pas gagner et dont il ne semble pas pouvoir sortir. Et maintenant, on voit Netanyahou continuer à se battre. C'est d'ailleurs l'un des vrais problèmes ici. Les Américains et les Israéliens n'ont pas les mêmes plans. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ils sont partenaires dans cette guerre, mais chacun veut en tirer quelque chose de différent. Et chacun doit aussi rendre des comptes à son propre camp, à des électorats qui ne sont pas du tout alignés sur la direction à prendre. Pour les Israéliens, la conquête du Liban fait partie de leurs objectifs. Mais ça, ce n'est pas un objectif américain. Alors, est-ce qu'il y a des conseillers américains, des néoconservateurs américains, des gens comme les principaux responsables du Moyen-Orient de Biden, Amos Hochstein ou Brett McGurk, qui se réjouissent de ce que fait Israël? Hillary Clinton, je pense, est une grande admiratrice de tout ça. Elle a décrit le Liban actuel, vous savez, comme le meilleur gouvernement qu'on ait eu depuis plus de 20 ans au Liban. Selon elle, la meilleure chance de paix, c'est avec ce gouvernement. En gros, on a un gouvernement collaborateur. Oui, j'imagine, si c'est ça votre définition de la paix, Madame la secrétaire Clinton. Mais vous savez, Netanyahou et Israël essaient de tirer profit de cette guerre au Liban. Et en même temps, Netanyahou et Israël comprennent bien que c'est aussi une façon de relancer la guerre avec l'Iran. Donald Trump le voit, il le ressent, et il est piégé par ça. Il ne veut pas relancer la guerre avec l'Iran. Il ne peut pas la gagner, et il ne peut pas non plus s'en sortir. Et voilà que Netanyahou menace de bombarder Beyrouth, en sachant très bien que s'il le fait, les Iraniens, dont tout le monde comprend maintenant qu'ils sont très sérieux à propos du Liban, dans le cadre de cette guerre plus large, réagiront. Il y a quelques mois, 2 ou 3 peut-être, les avis étaient partagés sur la sincérité des Iraniens concernant le Liban. Est-ce qu'ils seraient prêts à conclure une paix séparée? Mais aujourd'hui, tout le monde a bien compris. Absolument pas. Il n'y aura pas de paix séparée. Absolutely not. There will be no separate peace. And so, Donald Trump's watching Netanyahu. Et donc, Donald Trump regarde Netanyahou provoquer l'Iran pour qu'il attaque à nouveau Israël. Et il sait très bien que la réalité politique à Washington, à DC, est ce qu'elle est, pas forcément celle du pays tout entier. Mais Trump comprend que si l'Iran frappe Israël avec des missiles balistiques, les États-Unis vont devoir s'impliquer de nouveau. Et là, la guerre repart. On sent bien cette frustration chez Trump. Et je ne pense pas que qui que ce soit dise que ce qu'il raconte est faux. Il est fou, oui.
Il devrait être en prison. Tout le monde le déteste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si Trump débitait des mensonges monstrueux. Oui, je pense que c'est exactement ce qu'on voit ici. Et on sait aussi que ce genre d'histoire, on les a déjà entendues à propos de Joe Biden. Vous savez, Barack Ravid, le journaliste d'Axios, c'est un peu le journaliste préféré à la fois de la Maison-Blanche de Biden et de celle de Trump quand il s'agit du Moyen-Orient et de politique étrangère. Je pense que c'est parce qu'il est très fiable, très constant. Ces histoires, en fait, sont publiées dans la presse américaine pour que les électeurs du président aient l'impression qu'il y a une certaine distance entre leur président et le premier ministre israélien. Alors, quand on a vu cette douzaine de gros titres signés Barack Ravid, expliquant que Joe Biden en avait ras-le-bol de Benjamin Netanyahou, qu'il était à bout, vraiment en colère, eh bien c'était fait pour donner aux partisans de Joe Biden l'impression, ou du moins l'espoir, que Joe Biden était vraiment indépendant de Benjamin Netanyahou. Mais bien sûr, il ne l'a jamais été. Joe Biden a suspendu une seule livraison de bombes pendant le génocide. C'est tout. Et à part ça, il a fourni environ 22-23 milliards de dollars d'armes, de véhicules, de munitions, d'équipements des États-Unis vers Israël pendant les 15 ou 16 mois où Joe Biden était président durant le génocide. Donc il faut comprendre qu'il y avait des objectifs derrière tout ça. Mais dans l'ensemble, je pense que l'histoire générale, elle est vraie. Je pense que tout le monde comprend que la situation pour Donald Trump, avec la guerre actuelle contre l'Iran dans le détroit d'Ormuz et tout ce qui en découle, est extrêmement compliquée pour lui, comme vous venez de le dire. Et voici ce que Robert Kagan a déclaré, Matt, hier encore, à propos de la situation dans laquelle il estime que les États-Unis se trouvent aujourd'hui sous l'administration Trump. Et Robert Kagan, bienvenue dans l'émission. Non, il faut juste que je passe un autre extrait. C'est, vous savez, le... On voit très clairement maintenant à quoi ressemble l'avenir. L'Iran contrôle le détroit. Il ne semble pas y avoir la moindre chance que les États-Unis puissent le rouvrir par la force militaire. Trump ne veut clairement pas le faire. Ce qui veut dire que le détroit restera ouvert, mais sous une nouvelle direction. Ce sera une direction iranienne. Autrement dit, ce sont eux qui décideront qui entre, qui sort, à quelle vitesse et à quel prix. Parce qu'ils feront payer tôt ou tard. Et ça donne à l'Iran un pouvoir énorme, à la fois dans la région et dans le monde. On voit déjà ce pouvoir s'exercer aujourd'hui, avec la crise au Liban et la manière dont Trump la gère. Je ne vois pas vraiment d'alternative. À mon avis, nous avons déjà perdu cette guerre. La seule question, c'est de savoir quand nous allons le reconnaître. Trump, évidemment, ne veut pas l'admettre du tout, et c'est pour ça qu'on est un peu bloqué dans cette sorte de paralysie en ce moment. Mais je ne vois aucune option pour les États-Unis. Cette erreur, malheureusement, va être une erreur durable avec des conséquences stratégiques à long terme. Concrètement, ça veut dire que l'équilibre des forces dans la région va changer de façon spectaculaire. Avant le début de la guerre, Israël était de loin la puissance dominante dans la région. L'Iran, lui, était affaibli, isolé, presque anéanti. Après la guerre, avec l'Iran qui contrôle le détroit, c'est lui qui va dicter les règles du jeu. Et vous verrez les États du Golfe passer des accords avec l'Iran. Ils ont déjà commencé à le faire. Et vous verrez l'Iran exercer une influence sur le comportement d'Israël, comme c'est le cas en ce moment au Liban. L'Iran voulait que les bombardements israéliens sur Beyrouth cessent. Ils l'ont exigé.
et Trump a appelé Bibi Netanyahou pour lui dire d'arrêter. Voilà ce qui nous attend. Israël va se retrouver extrêmement isolé. L'Iran, lui, sera en position d'avoir un levier sur des pays aussi éloignés que le Japon ou la Corée, qui dépendent totalement de l'accès aux ressources énergétiques du Golfe, que l'Iran sera en mesure de contrôler. Mais ce n'est tout simplement pas le ressenti à Tel Aviv avec le gouvernement Netanyahou. Là-bas, ils perçoivent les choses tout autrement, et leur analyse est complètement différente. C'est pour ça qu'ils estiment devoir aller plus loin. Je ne sais pas si vous avez entendu Jonathan Pollard en parler. Selon lui, celle-ci c'était la facile. Maintenant, il faudrait s'en prendre à la Turquie et à l'Égypte. Oui, c'est ça. Les Turcs reviennent souvent dans les discussions, encore ces dernières semaines, tu vois, à cause de ces déclarations venues d'Israël. Et ça me rappelle à quel point tout ça est absurde, à quel point c'est stupide. Je me souviens, en 2004, j'étais en Irak, au siège de l'autorité provisoire de la coalition, cette sorte d'administration coloniale du département de la Défense à Bagdad. Et les gens parlaient de l'Irak comme si on avait gagné. Et c'est exactement le même ton qu'on entend aujourd'hui. À l'époque, en 2004, on entendait des gens dire « Bon, la vraie question maintenant, c'est est-ce qu'on tourne à droite ou est-ce qu'on tourne à gauche ?» Je veux dire, est-ce qu'on fait la Syrie ou est-ce qu'on fait l'Iran ensuite? Et franchement, c'est absurde. On se tient là, on se dit non, c'est pas possible. Ces gens ne peuvent pas vraiment penser que tout se passe bien. Et pourtant, si, ils le pensaient vraiment. Et je crois que c'est exactement ce qu'on voit en Israël. C'est un chaos total, une vision complètement irrationnelle de la réalité, complètement à l'envers. Et ça vient de la bulle dans laquelle ils vivent depuis des années, de l'arrogance, du conditionnement, parce que c'est ce qu'on leur enseigne à l'école. C'est ce que leurs médias répètent sans arrêt, leurs médias d'information, mais aussi leurs médias de divertissement. C'est le genre de choses qu'on retrouve même dans leurs écoles militaires, leurs académies, leurs universités, leurs formations professionnelles pour les officiers. On a le même problème aux États-Unis. Il y a une certaine suffisance, une sorte de foi dans des principes qu'on leur répète sans arrêt. Et la question, c'est comment on exprime un désaccord, comment on conteste. Ceux qui le font, en général, quittent l'armée. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste? Des commandants, des colonels, des généraux qui ont gravi les échelons à l'intérieur de cette bulle, en quelque sorte. Et l'analyse de Kagan, enfin, c'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant son article dans The Atlantic. C'est confus, ça ne tient pas debout. Écoutez, d'un côté, vous commencez par dire que les Iraniens contrôlent le détroit d'Ormuz, parce que Donald Trump ne veut rien faire pour les en empêcher, comme s'il refusait de le reprendre. Ce qui sous-entend que Donald Trump ou les États-Unis auraient la capacité de le reprendre. Vous savez, c'est le même argument qu'il a avancé dans son article publié dans The Atlantic, où il disait que sauf si les États-Unis envahissaient l'Iran, ce qui suppose qu'ils en ont les moyens, ils choisissent de ne pas le faire. Et ça laisse aussi entendre qu'une telle invasion réussirait, alors qu'elle ne réussirait pas. Dans ce cas précis aussi, les États-Unis n'ont pas la capacité de reprendre le détroit d'Ormuz. Et s'ils essayaient, ils n'y parviendraient pas. Son analyse, franchement, me paraît très confuse. Il affirme d'abord que les Iraniens ont été décimés au début de tout ça, mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, ils seraient devenus une puissance mondiale. En 3 mois, après 30 000 bombardements, ils auraient fait cette transition. Je ne vois pas comment son raisonnement arrive à ce saut-là, comment il peut passer de l'un à l'autre. C'est encore la même chose, venant de lui et de ceux qui pensent comme lui, les mêmes néoconservateurs. Ensuite, il dit que les États-Unis n'ont aucune option. D'accord, mais juste avant,
Il disait que les États-Unis pouvaient reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz, sauf que Donald Trump choisit de ne pas le faire. Donc, vous êtes en train de dire que Donald Trump se montre faible sur le Liban et qu'il n'autorise pas les Israéliens à faire ce qu'ils estiment nécessaire là-bas. Autrement dit, il y a des options, mais ils choisissent de ne pas les utiliser. Franchement, aucun de ces arguments ne me paraît solide, valable ou même crédible quand on les examine plus de 3 ou 4 secondes. C'est typique des néoconservateurs. Et au final, son raisonnement revient toujours à la même chose. Même quand il sort cette phrase du genre « on a perdu cette guerre », eh bien laissez-moi vous dire une chose. Ces gens-là disaient exactement la même chose en 2006 à propos de l'Irak. Ils disaient la même chose en 2009 à propos de l'Afghanistan. Et leur solution, c'était quoi? C'était d'élargir la guerre, non? D'envoyer plus de troupes, de lancer ces fameuses vagues militaires. Vous savez, on ne peut pas faire ça ici. Mais l'idée, c'est qu'on n'a pas mené cette guerre correctement. On a perdu cette guerre. La prochaine fois, il faudra être A, B et C. Donc je suis sûr que, dans la prochaine discussion, Kagan va parler de la nécessité d'un budget du Pentagone d'1,5 billion de dollars pour s'assurer qu'on ne perde plus de guerres comme celle contre l'Iran. Je veux dire, cette idée qu'on entend, selon laquelle Kagan et les néoconservateurs auraient une vision lucide de la situation et que ça montrerait à quel point cette guerre est mauvaise. Non. Ils ressortent les mêmes absurdités qu'ils ont toujours sorties. Tout le monde comprend bien que cette guerre est un échec. C'est une défaite. Waouh! Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils... Enfin, vous voyez, qu'est-ce qu'ils disent après ça? Quelle est leur solution? Quelle est leur recommandation? Vous savez, ils pensent qu'une occupation de l'Iran serait un succès. D'abord, les États-Unis n'ont pas la capacité de faire ça. On n'a pas 5 millions d'hommes sous les armes, ni même ce qu'il faudrait pour maintenir une occupation. Et même si on le faisait, ce serait une catastrophe. Pire encore que les occupations de l'Irak et de l'Afghanistan. Vous voyez, j'ai côtoyé ces gens-là à Washington. Je les ai vus, j'ai vu ce qu'ils ont fait pendant la première décennie de ce siècle. Et puis, en travaillant à Washington dans des groupes de réflexion, j'ai dû me retrouver dans les mêmes lieux qu'eux. Alors, franchement, je n'ai plus aucune, mais vraiment aucune patience pour ces gens-là. Matt, qu'est-ce qu'ils veulent exactement au Congrès quand ils parlent de fusionner les armées américaines et israéliennes? Et voici ce qu'a dit le député Ro Khanna à ce sujet à propos de cette section qu'ils appellent la section 224. Les gens en ont assez de l'arrogance et de l'insolence du Premier ministre Netanyahou qui veut dire à l'Amérique ce qu'elle doit faire. Tout le pays d'Israël a un PIB inférieur à celui d'une seule ville de ma circonscription. Et pourtant, Netanyahou pense qu'il peut dire au peuple américain ce qu'il doit faire. La personne la plus en colère contre lui en ce moment, c'est le président Donald Trump. Et tout le monde en Amérique, qu'on soit républicain, indépendant ou démocrate, dit qu'il faut rappeler à Netanyahou que c'est l'Amérique qui décide, pas le premier ministre d'un autre pays. Les gens veulent moins de coopération et moins de chèques en blanc pour Israël, pas plus. Il n'y a vraiment que le Congrès des États-Unis pour imaginer en ce moment de se dire « faisons encore plus pour Israël, pas moins ». Et c'est exactement ce que fait la section 224. C'est assez simple. Est-ce qu'on doit en faire plus pour Israël que ce qu'on fait déjà ou en faire moins? Si vous pensez qu'on doit en faire plus pour Israël, alors vous êtes contre mon amendement. Si vous pensez qu'on doit en faire moins à un moment où il dit avec arrogance à Donald Trump ce qu'il doit faire, alors vous êtes pour mon amendement. Et qu'on soit bien clair, M. Netanyahou a lui-même écrit à un membre du Congrès pour faire ajouter cette section 224 dans le projet de loi.
Oui, c'est juste que si les gens ne l'ont pas lu, eh bien, c'est comme la plupart des choses dans le NDAA ou dans n'importe quelle loi, qu'il s'agisse d'autorisation ou de crédit. C'est incroyablement court et incroyablement vague. En gros, ça dit que le département de la Défense va créer un agent chargé de superviser la coordination. Et ensuite, ça ouvre la porte à la recherche et au développement, à l'industrie et à tout un tas d'autres domaines. Très vague. On peut y lire à peu près ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est que, techniquement, ce n'est pas une fusion. Et certains diront que, eh bien, les États-Unis ont le même genre d'accord avec leurs alliés de l'OTAN ou avec les pays du groupe des Five Eyes pour le partage du renseignement et tout le reste. Mais ça passe avant tout le reste. D'abord, Israël n'est pas un allié des États-Unis par traité. Et ensuite, il n'y a pas ce niveau d'intégration. L'OTAN, par exemple, n'est pas intégrée directement dans la communauté du renseignement américaine. Il y a des choses qu'on partage, bien sûr, mais il y en a beaucoup qu'on ne partage pas. Le tampon le plus fréquent sur les documents classifiés, c'est No Foreign. Ça veut dire No Foreign Nationals, autrement dit, aucun étranger, absolument aucun. Et ce genre de dispositif ferait sauter ce principe. On créerait une relation où les Israéliens seraient intégrés dans les processus du Pentagone du début à la fin. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'ainsi le Congrès n'aurait plus besoin de voter pour envoyer des armes, de l'argent ou d'autres formes d'aide à Israël. C'est déjà intégré au Pentagone. Donc les forces de défense israéliennes ne vont pas devenir la 6e branche du département de la Défense. Mais en même temps, elles vont être, disons, cette organisation qui existe à travers tout l'organisme du Pentagone. Oui, je veux dire, elles vont simplement être là, elles vont circuler dans le sang du département comme un frère jumeau. Et la façon dont ce texte est rédigé permet aux Israéliens d'être impliqués dans tout, surtout du côté des achats, surtout dans les acquisitions. L'idée, c'est que tout comme on achète des avions de chasse, des chars ou des fusils, les Israéliens font partie de ce processus. Et tout ça, ça cache l'aide qui va à Israël. Du coup, il n'y a plus aucune transparence. Encore une fois, le Congrès n'a pas besoin de voter là-dessus. Mais en plus, comme le disait très justement le représentant Kana, Israël a un PIB plus petit que n'importe quelle ville de sa circonscription. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il représente la Silicon Valley, donc une région très riche. Mais quand même, le fait est qu'Israël est un petit pays. Et c'est quelques 4 milliards de dollars par an qu'Israël reçoit dans le cadre d'un mémorandum d'accord mis en place par Barack Obama à la fin de son mandat, eh bien, ces 4 milliards, pour eux, ça compte énormément. Alors bien sûr, depuis le 7 octobre 2023, ça fait quoi? 8 mois, 9 mois maintenant, ils ont reçu au total plus de 20 milliards de dollars, peut-être 22 ou 23 milliards. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, ce total se rapproche plutôt des 30 milliards. Et si les Israéliens sont vraiment prêts à renoncer à ça, eh bien ça montre à quel point cette aide serait précieuse pour eux et tout ce qu'ils pourraient obtenir sans aucun contrôle, sans reconnaissance, sans transparence. Ils recevraient simplement des choses, encore une fois, que ce soit du côté de la recherche et du développement, de l'acquisition de matériel ou d'autres domaines aussi. Parce que tout ça reste très flou, comme par exemple le renseignement. Si je comprends bien, Matt, corrige-moi si je me trompe. Quand on parle de l'armée, du complexe militaro-industriel et de la technologie, de l'intelligence artificielle, de tout ce qui touche à la production militaire, il y a quelque chose de particulier. Par exemple, même en Russie, très peu de gens savent vraiment ce qui se passe dans le complexe militaro-industriel, ce qu'ils produisent, quelles sont les nouvelles avancées, les nouveaux équipements. Et c'est pareil ailleurs, c'est pareil aux États-Unis.
Ensuite, Israël saura ce qui se passe avec ces avancées. Ils auront accès aux nouvelles technologies, aux nouvelles armes, à tout ce qui se développe, tu vois, sous l'autorité du Pentagone. C'est bien ça? That seems to be the case. I mean, again, it's so nebulous. Oui, ça en a tout l'air. Enfin, encore une fois, c'est tellement flou et vague la façon dont c'est rédigé. Mais si vous voulez creuser, je conseille d'aller voir le travail de Ben Freeman du Quincy Institute. Ben travaille sur ces questions depuis plusieurs années maintenant. Il se concentre vraiment sur l'industrie de l'armement. Il vient d'écrire un livre avec Bill Hartung, qui est sans doute le plus grand spécialiste du complexe militaro-industriel aux États-Unis. Bill et Ben ont publié un livre plus tôt cette année, intitulé « Le Pentagone à 1000 milliards de dollars ». Même si, à ce stade, il faudrait sans doute dire « Le Pentagone à 1500 milliards de dollars ». Mais le travail de Ben sur ce sujet précis a été, disons-le, explosif. C'est lui qui a vraiment creusé pour comprendre ce que signifie exactement la section 224. Je renvoie donc les gens au travail de Ben, à l'Institut Quincy, et à ce qu'il a écrit sur le sujet. Mais oui, c'est vrai, tout ça reste très flou. En même temps, on sait, d'après les déclarations des Israéliens, et simplement en comprenant comment le système fonctionne, ce que ça veut dire au fond de laisser quelqu'un entrer comme ça. Et oui, ça veut dire que vous êtes... Enfin, est-ce que c'est une relation, un accord, un partenariat? Peu importe, parce que c'est tellement nébuleux, tellement vague. Ça peut vouloir dire tout ce qu'ils veulent, et ils prendront ce qu'ils veulent. Absolument. Et puis en plus, le but de tout ça, encore une fois, c'est d'éviter toute responsabilité. Donc il y aura cette relation symbiotique avec les Israéliens, quelque chose qu'on n'a jamais vraiment connu auparavant. Et franchement, c'est déjà une relation terrible, presque immorale. Oui. À ce sujet, il a dit que Benjamin Netanyahou avait d'une manière ou d'une autre ordonné, c'est incroyable pour moi qu'il puisse faire ça, mais il a ordonné que cette partie soit présentée, discutée, mise au vote, tout ça. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Vous vous souvenez, il avait donné une interview à l'émission 60 minutes. Il disait que dans 10 ans, dans une décennie, Israël ne dépendrait plus des États-Unis comme aujourd'hui, qu'ils voulaient être indépendants des États-Unis, qu'ils allaient suivre leur propre voie. Mais la façon dont il gère tout ça, il va finir par... Ouais. Oui. Eh bien, l'idée, je crois qu'il faisait allusion à ce concept d'Israël forteresse, non? Israël, et je crois qu'il a même décrit Israël comme une sorte de Sparte moderne. C'était lui ou quelqu'un d'autre, enfin le même genre de discours. Mais oui, cette idée selon laquelle il n'y aurait aucune responsabilité. Ce qui se passe ici, c'est... Oui, c'est quelque chose de très habile. C'est brillant. Et heureusement que Ben Freeman l'a mis en lumière. Heureusement qu'il y a des gens comme Ro Khanna qui comprennent exactement ce que ça veut dire. Et, vous savez, l'erreur qu'ils font, c'est d'essayer de faire ça maintenant. Pourquoi ils n'attendent pas l'année prochaine, quand ils seront à 18 mois d'une élection? Ça, je ne comprends pas. Parce que ça va obliger beaucoup de républicains à dire « là, ça va trop loin, on ne peut pas suivre ça ». Parce que oui, c'est quelque chose qui va clairement renforcer Israël. Ils seront bien sûr plus indépendants, dans le sens où ils ne recevront plus 4 milliards de dollars chaque année des Américains. Mais ils vont être tellement intégrés à la deuxième plus grande économie du monde, au plus grand complexe militaro-industriel de la planète, et de loin. Je ne veux pas dire, enfin, on ne veut pas dire. Avec les Américains, c'est difficile de dire l'armée la plus forte ou la plus puissante. Mais sur certains critères, c'est vrai. Je veux dire, le nombre de navires de guerre, d'avions, d'armes nucléaires qu'on possède. Tu sais, les Russes peuvent aussi avancer des arguments sur certains de ces points. Mais bon, il y a aussi la question de la performance contre l'Iran. Qu'est-ce que tout ça veut vraiment dire au fond? Hein? Donc,
Ouais, je veux dire, ici, on peut faire confiance à rien, Nima. Rien de ce qu'on entend. Ils disent une chose, et c'est toujours le contraire qui se passe. La seule chose qui compte vraiment, c'est ce qui se produit en réalité. Et donc, tu vois, j'ai vu un des défenseurs de la section 224, ce Richard Spencer, un ancien officier de l'armée américaine, qui était à West Point avant, mais qui n'y est plus. Maintenant, il bosse dans une sorte de think tank sioniste. C'est lui que Benjamin Netanyahou, quand il a parlé devant le Congrès, a cité en disant que même, tu vois, même moi ou, je sais pas, Spencer machin, lui, il a dit qu'Israël est l'armée la plus morale du monde. Donc voilà, un de ces trucs complètement absurdes. Mais j'ai vu comment il défendait ça. Et tout n'est que communication. C'est juste du verbiage creux sur le thème. Les États-Unis ont tellement d'ennemis, le monde est tellement dangereux, comment pourrions-nous, être assez fous pour ne pas nous associer aux combattants les plus innovants? Tu vois, l'idée c'est que les Américains auraient plus à y gagner. Et en réalité, c'est purement parasitaire. C'est exactement ça. C'est parasitaire. Matt, en Israël, il existe une loi selon laquelle toute personne ayant la double nationalité, américaine et israélienne par exemple, doit en choisir une seule. Elle doit s'en tenir à celle-là et renoncer à l'autre. Chez nous, ce n'est pas le cas. Je dirais qu'ici, au Brésil, c'est un peu pareil. Si vous avez, disons, la nationalité colombienne et brésilienne, vous ne pouvez pas aller très loin dans l'administration. Par exemple, dans le gouvernement Lula. C'est la même idée, mais pour Israël, la loi est du même type, simplement plus stricte quand il s'agit d'Israël. Mais quand il s'agit des États-Unis, on a l'impression que tout le monde peut, enfin que certains peuvent même aller servir dans les forces de défense israéliennes, puis revenir aux États-Unis et obtenir un poste plus élevé. Et ce sont ces personnes-là qui vont décider si on soutient Israël ou pas. Oui, on va le soutenir, parce que j'y étais. J'ai servi dans l'armée israélienne, et maintenant je suis aux États-Unis. À votre avis, est-ce que ça va changer? Parce que beaucoup de gens ne sont pas contents de la façon dont les États-Unis poursuivent ces guerres. À un moment donné, il faut bien comprendre que ce genre de double nationalité nuit à la sécurité et à l'avenir du peuple américain. Est-ce que selon vous, ça va changer? Is that going to change in your opinion? It should. I mean, how can you have dual loyalties? Ça devrait, oui. Enfin, comment peut-on avoir une double loyauté? Je sais que c'est exagéré. On voit des trucs sur Facebook qui disent que, soi-disant, la moitié du Congrès aurait la citoyenneté israélienne. C'est complètement faux. Mais certains, oui, en ont. Et puis, il y a aussi des déclarations comme celle de Chuck Schumer, le chef de la minorité au Sénat, ce week-end, pendant la parade de la Journée d'Israël à New York. Là où Bezalel Smotrich a conduit tout un groupe, une véritable cohorte de criminels de guerre, pour participer à cette parade. Vous savez, Bezalel Smotrich, le ministre israélien des Finances, qui fait actuellement l'objet d'une enquête et qui, selon toute probabilité, recevra un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité d'ici la fin de l'année. Tu sais, lui et 7 ou 8 autres qui pourraient être considérés comme des criminels de guerre. Et tu vois, on peut aller sur Dropsite News. Ils ont publié tout un article sur qui était présent, et d'autres médias l'ont fait aussi. Mais bon, Chuck Schumer à cette parade de la Journée d'Israël qui dit qu'Israël offre un refuge sûr pour les Juifs du monde entier et qu'il a besoin d'Israël parce que, selon lui, l'histoire lui enseigne qu'il pourrait devoir fuir un jour. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. N'importe quoi. Chuck Schumer, obligé de fuir les États-Unis d'Amérique à cause de l'antisémitisme pour aller en Israël. Je veux dire, c'est juste des histoires de contes de fées, des absurdités qu'on balance pour défendre un État d'apartheid, pour défendre un État occupant, pour défendre un État qui commet des crimes de guerre tous les jours.
qui a été accusé de génocide et fait actuellement l'objet d'une enquête pour ça. Et tout le monde sait que la Cour internationale de justice finira par rendre un verdict de culpabilité dans quelques années ou quand elle pourra le faire. Mais bon, la question, c'est aussi de savoir à qui va la loyauté. Franchement, j'ai du mal à imaginer un membre du Congrès entrer au Congrès en uniforme d'un service militaire quelconque. J'ai du mal à imaginer quelqu'un arriver en uniforme de la marine mexicaine, par exemple, ou porter une combinaison de vol, comme s'il était pilote de chasse dans l'armée de l'air royale thaïlandaise, ou quelque chose du genre. Vous savez, mais ça, on l'a déjà vu. On a Brian Mast de Floride, et ce n'est pas n'importe quel membre du Congrès. C'est le président de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants. Autrement dit, la personne la plus haut placée sur les questions de politique étrangère à la Chambre est membre des forces de défense israéliennes. Alors, il est censé être à la retraite, mais il porte toujours l'uniforme. Où vont ses loyautés, hein? Normalement, la question ne devrait même pas se poser. Je ne vois pas comment on peut obtenir une habilitation de sécurité quand on a servi dans une autre armée ou qu'on a eu la citoyenneté d'un autre pays. D'après ce que je sais, et Larry Johnson ou quelqu'un d'autre serait sans doute mieux placé que moi pour en parler, j'avais toujours compris qu'on ne pouvait pas avoir la double nationalité et détenir une habilitation de sécurité, surtout pas de niveau très secret. Alors, comment est-ce possible, franchement? C'est une interdiction qui existe pour une bonne raison. Et comme vous l'avez dit, c'est une règle que beaucoup de pays dans le monde appliquent. Les personnes qui travaillent au sein du gouvernement ne doivent pas avoir de citoyenneté ni de loyauté envers une autre nation. C'est une chose d'autoriser les citoyens ordinaires à avoir plusieurs nationalités, bien sûr. Aux États-Unis, on peut très bien être citoyen de 3 ou 4 pays, je crois. Moi-même, parfois, je me renseigne parce que ma grand-mère était irlandaise, alors je regarde comment obtenir la citoyenneté irlandaise. Mais l'idée qu'un officier de l'armée, un membre du Congrès ou quelqu'un de la Maison-Blanche puisse avoir une autre nationalité, là, franchement, quand on y pense, on voit bien que quelque chose ne va pas. Matt, est-ce que tu regardes l'Europe aujourd'hui? C'est politique. On a l'impression que, je ne sais pas s'ils se sentent vraiment à l'aise avec ce qui se passe. Parce que quand il s'agit du Moyen-Orient, ils sont tout simplement à l'écart de ce qui s'y passe. Personne ne demande quelle est la position européenne, ni quelle est leur politique au Moyen-Orient. Concernant le sud du Liban, on n'a entendu aucune condamnation de ce qui s'y passe. À Gaza, c'est pareil. Ils en parlent, mais enfin, on a l'Espagne, qui est un peu différente des autres pays. Mais quand il s'agit de l'Union européenne, on ne voit pas ce même type d'unité pour condamner ce qui se passe avec l'invasion du Liban, par exemple, ou en Cisjordanie, ou à Gaza. Même Smotrich a parlé d'une annexion totale de la Cisjordanie. Il dit qu'il faut supprimer toutes ces zones A, B et C, qu'il faut les dissoudre. Et il a évoqué le traité d'Oslo, en disant qu'il fallait l'abandonner. C'est cet état d'esprit qu'on retrouve aujourd'hui en Israël. Et du côté européen, on ne voit aucune réaction. Ils veulent poursuivre la guerre. On a l'impression que pour eux, la priorité, c'est l'Ukraine. Pour l'instant, la priorité des États-Unis, c'est la situation de guerre au Moyen-Orient. Les deux camps ne se rapprochent pas. Chacun a ses propres priorités. Comment voyez-vous l'évolution des choses entre ces deux parties? Je ne sais pas si Donald Trump sera capable de mettre fin au conflit au Moyen-Orient avant de quitter ses fonctions de président des États-Unis. Parce que, selon moi, ce conflit va continuer encore et encore, et il finira par le transmettre au prochain président américain. Et dans ce cas, comment cela va-t-il redéfinir ou transformer la relation entre les États-Unis et les Européens?
relationship between the United States and Europeans? Yeah, I mean, that's a really good question. I mean, Oui, enfin, c'est une très bonne question. Je veux dire, il ne pourra pas mettre fin à l'une ou l'autre de ces guerres avant de partir. Et clairement, je pense qu'en Europe, certains croyaient que si on suivait les Américains au Moyen-Orient, alors eux nous soutiendraient en Ukraine. Et il faut dire que les Européens ont soutenu les Américains au Moyen-Orient depuis des décennies. Mais on a vu une certaine hésitation cette dernière année. Et on a aussi vu, l'an dernier, les pays de l'O3, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, les trois autres signataires de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, n'est-ce pas? L'accord nucléaire de 2015, vous savez, on a voté, ou pas vraiment voté, mais lancé, puis supervisé la mise en œuvre du mécanisme de sanctions automatiques contre l'Iran. Des sanctions dures, vraiment cruelles, draconiennes. Et Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, s'en est vanté, il a même revendiqué le mérite d'avoir détruit la monnaie iranienne. Et à vrai dire, il mérite bien ce crédit-là. Mais en même temps, il faut le dire, les difficultés que les Iraniens ont subies, l'état de l'économie iranienne. Vous en parlez sûrement mieux que moi. Cette économie était déjà dans une situation très compliquée, très fragile, surtout avec la politique monétaire de l'Iran et tout ce qui s'est passé ces dernières années. Mais alors, cette année-là, quand ces sanctions automatiques sont revenues, franchement, ça a été dévastateur. Et vous savez, ce sont les Européens qui ont fait ça. Et il n'y a pas eu le donnant-donnant qu'ils espéraient peut-être. Maintenant, les Européens ont aussi leur propre motivation, leur propre vision du monde. Ils considèrent que tout ça fait partie du même empire, en quelque sorte. Par exemple, l'an dernier, Scholz disait que quand les Israéliens bombardaient Gaza, évidemment, les Israéliens bombardaient Gaza, eh bien, ils faisaient en quelque sorte le sale boulot des Européens. Et puis, vous avez vu les déclarations de Macron, de Starmer et d'autres encore. Ils soutiennent cette guerre, même s'ils essayent maintenant de prendre un peu de distance. Mais oui, avec Donald Trump, même s'ils parviennent à un accord, Nima, avec l'Iran, si on revient à la relation entre les États-Unis et l'Iran, même s'ils trouvent un accord, combien de temps ça durerait, à votre avis? Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de temps avant que les conditions deviennent telles qu'il soit politiquement avantageux pour les responsables américains et israéliens de dire non, reprenons la guerre? Et puis, il y a tout l'état d'esprit derrière ça. D'un côté, le besoin expansionniste d'Israël de dominer la région. De l'autre, le besoin des États-Unis de maintenir leur empire, de réparer ce qui a été brisé en 1979, de rétablir l'ordre perdu depuis la révolution iranienne. Ces choses-là ne disparaissent pas. Donc on se retrouve dans un cycle de guerre qui va continuer. Les Iraniens, eux, font tout pour établir une dissuasion, pour rendre la situation tellement douloureuse, non seulement pour les Israéliens et les Américains, mais aussi pour les États arabes du Golfe et même pour le reste du monde. Oui. En fait, il s'agit de mettre la pression sur le Japon et la Corée pour qu'ils ressentent les conséquences du fait de laisser les Américains et les Israéliens mener ces guerres. Mais au fond, tout ça ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas un retrait du soutien américain à Israël. Et ça n'arrivera pas. On ne verra pas ce genre de changement, ni du côté du Congrès américain, ni de la Maison-Blanche, avant les années 2030. Et puis, il faudra aussi qu'en Israël, on prenne conscience non seulement qu'ils sont allés trop loin, mais qu'ils se détruisent eux-mêmes, qu'ils se préparent à un échec catastrophique, qu'ils se placent dans une situation où, à terme, ils perdront. Sans parler du risque d'une guerre civile en Israël, avec cette fatigue générale, cette surextension du pays dans tous les domaines possibles. C'est pour ça que les Israéliens, si on revient à la section 244, sont désespérés à l'idée de devenir une partie des États-Unis.
non? Pour avoir ce soutien qui n'a pas besoin d'être voté. C'est quelque chose d'organique. Ça fait partie de notre fonctionnement ici en Amérique. Vous voyez, je pense que c'est une des choses que les Israéliens recherchent à travers tout ça. Mais, tant qu'on n'aura pas ça, tant qu'il n'y aura pas un retrait du soutien américain à Israël, et tant qu'il n'y aura pas un gouvernement israélien qui reconnaisse les limites, non pas de sa puissance, mais de son idéologie, de sa théologie, tant qu'il n'y aura pas un gouvernement israélien qui admette qu'on est en train de se diriger vers une impasse, vers un désastre, et qu'il faut faire marche arrière. Vous croyez que ça sera un jour possible? Est-ce que tu vois, tu peux imaginer que ça arrive un jour. Parce que si on ne met pas fin à ça, comment peut-il y avoir la paix au Moyen-Orient? Si on ne supprime pas la résistance à l'occupation et à la domination israélienne et américaine, comment cette guerre pourrait-elle disparaître? Ce qu'on voit en Palestine, au Liban, en Iran, c'est une résistance à l'Empire. C'est une résistance à la colonisation. C'est une résistance à l'occupation. Et tant que tout ça ne prendra pas fin, cette résistance continuera. Peu importe combien de fois on les bombarde, combien d'enfants sont tués, combien de quartiers sont rasés, il y aura toujours de la résistance, tant que l'occupation ne sera pas terminée, tant que l'Empire ne les laissera pas tranquilles. Alors, quand est-ce que ça va devenir possible? J'ai l'impression qu'on est juste coincé dans un cycle où ça se refroidit pendant un moment, puis ça se réchauffe à nouveau. Et peut-être qu'un jour, on aura encore une grande guerre comme celle-là, tu vois. Et que Dieu nous aide, parce qu'on ne sait pas ce que ça voudra dire à ce moment-là. Surtout quand on voit des gens comme les Kagan conseiller la Maison-Blanche en disant que l'erreur de l'administration Trump, c'est de ne pas les avoir frappés assez fort, ou des absurdités du genre. Oui, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Mais non, Donald Trump quitte la Maison-Blanche sans que ni cette guerre au Moyen-Orient, ni celle en Ukraine ne soient réglées. Et ce n'est pas à cause de ses actions. Matt, si on regarde l'administration Trump aujourd'hui, qui est la personne la plus puissante à l'intérieur du gouvernement, en mettant Donald Trump lui-même de côté. D'après ce que je comprends, je ne vois pas J.D. Vance là-dedans. Je ne vois pas Marco Rubio, ni Pete Hegseth. Ce ne sont pas. Et ce que je constate, c'est que selon moi, Stephen Miller avec Jared Kushner forment une sorte de duo très influent. Les négociations. Regardez les négociations sur l'Ukraine avec la Russie. C'est après, quand les choses sont devenues un peu sérieuses, que Donald Trump, vous savez, a demandé à Jared Kushner de rejoindre Steve Witkoff. Et il a rejoint Steve Witkoff dans les négociations avec l'Iran. Personne ne sait vraiment quelle était la position de Jared Kushner dans ces discussions. Ce n'est pas un expert, ce n'est pas un diplomate. Steve Witkoff non plus n'était pas un diplomate. Et d'un autre côté, quand on écoute Stephen Miller, on a l'impression qu'il est à la tête du Pentagone, du département d'État, qu'il dirige tout. Quelle est votre lecture de ça? Qui mène vraiment le jeu? Si on met Donald Trump de côté. J'ai vu ce que Nima avait dit, que l'étoile de Miller ne brille plus autant qu'avant, mais j'ai du mal à être d'accord avec ça. Je pense que tu as raison à propos de Vance. Il a été humilié tellement de fois par le président et il est tellement désespéré d'obtenir son soutien pour 2028 qu'il ne va surtout pas faire de vagues. On a vu récemment un vrai nettoyage dans le cabinet, que ce soit Noem, Bondi ou maintenant Gabbard. C'est intéressant, d'ailleurs qu'elles soient toutes des femmes. Mais je pense que Marco Rubio a beaucoup d'influence. Il est très impliqué dans tout ça, discrètement, comme conseiller à la sécurité nationale, tu sais, depuis environ 1 an, depuis que Mike Waltz a été renvoyé. Rubio avait repris ce rôle de conseiller à la sécurité, et il y a eu des critiques disant qu'il était éclipsé comme secrétaire d'État par Witkoff et Kushner.
as Secretary of State by Witkoff and Kushner? Shouldn't Rubio be the one going to meet with Est-ce que ce ne serait pas plutôt à Rubio d'aller rencontrer Kushner? Les Russes vont bien rencontrer les Iraniens, non? Donc ça devrait être lui, non? Et je pense que le rôle de Rubio, en tant que conseiller à la sécurité nationale, c'est d'être assis à côté du président. Pour lui, c'est essentiel. Il peut envoyer qui il veut pour mener ces discussions, mais ces gens-là n'ont aucun pouvoir de décision. Même quand le vice-président est allé à Islamabad, les rapports disaient qu'à chaque fois qu'une question se posait, Vance devait quitter la salle pour téléphoner à Washington et obtenir une réponse. Alors, qui est assis à côté du président quand cet appel arrive? C'est Marco Rubio. Pete Hegseth, évidemment, n'est qu'un homme de façade. Et je pense que Dan Kane, le chef d'état-major interarmé, est quelqu'un que le président, lui, écoute vraiment. Et je pense vraiment que, tu sais, on apprendra plus tard que Kane a été très franc avec le président sur l'impossibilité pour les Américains de gagner cette guerre militairement et sur la stupidité de la relancer. Je crois que c'est pour ça que Donald Trump est si réticent à reprendre le conflit qu'il ne veut pas que ça arrive. Donc, enfin, tu vois, Susie Wiles, la chef de cabinet, semble plutôt bien jouer son rôle, du moins à mon avis. Mais je pense que le vrai problème, c'est que certains de ses plus proches conseillers, et là je suis complètement d'accord avec toi à propos de Kushner, absolument, à 100%, eh bien je crois qu'un des soucis qu'on a sur le plan économique, c'est que il écoute vraiment Scott Bassett. Je crois qu'il écoutait Howard Lutnick à l'époque. Je ne pense pas que Lutnick soit... Enfin, là, je commence à parler d'un domaine que je connais un peu moins. Peut-être qu'il y a un article aujourd'hui dans la presse financière qui explique que Lutnick est inséparable de Trump. Mais j'ai quand même eu le sentiment que Lutnick n'est plus le même homme qu'il était il y a 14 mois quand il faisait partie de son administration. Mais franchement, ce qui devrait tous nous terrifier, et je parle de toutes les personnes que je viens de citer, c'est que bon sang, Nima, quand tu regardes une de ces réunions du cabinet, j'ai vraiment l'impression de regarder un dessin animé de Batman avec le Joker entouré de tous ses sbires. Je veux dire, la galerie de personnages, ces méchants de dessins animés que le président a rassemblés autour de lui, c'est vraiment spectaculaire. Mais je crois que ce qui nous inquiète le plus ici, c'est cette idée qu'il reçoit beaucoup de conseils de la bande de Fox News, de Sean Hannity, de Jesse Waters, du général Jack Keane, de Hugh Hewitt et de Mark Levin. Je ne pense pas que ces histoires soient exagérées. À mon avis, c'est exactement ce qu'on savait déjà de lui, de Trump, pendant son premier mandat. Il écoutait Fox News. C'est comme ça, d'après ce que je comprends, que Doug McGregor s'est retrouvé au Pentagone à la fin du premier mandat du président. Parce que voilà, McGregor passait à la télé sur Fox. Il disait des choses intelligentes, des choses que le président approuvait. Et ça, enfin, tu peux demander directement à Doug, je suppose, mais c'est bien comme ça que je l'ai compris, si je me souviens bien. Donc, je pense que l'influence démesurée que ces hommes de Fox News ont sur le président pour valider ses convictions, façonner sa vision du monde, toucher sa sensibilité, ça joue un rôle énorme dans tout ça. Apparemment, d'après Politico ou The Economist, ou l'un des deux, le général Jack Keane aurait été le cerveau derrière ce blocus. C'est lui, le général Keane, qui aurait dit « on devrait simplement bloquer le Qatar » et ça a attiré l'attention du président. Ensuite, le président se tourne vers Hegseth, John, enfin Dan Keane, et dit « et si on faisait un blocus, tu vois ?» Et oui, donc franchement, j'ai peur que, encore une fois, cette bande de méchants de dessins animés qui entourent Donald Trump, ce soit surtout le groupe de Fox News qui l'écoute le plus. Mais aussi, je veux dire, avec Rubio, je pense que Rubio a joué un rôle vraiment très important dans tout ça, simplement en silence. Il a en quelque sorte occupé ce poste de conseiller à la sécurité nationale. Ce type est mielleux.
Oui, oui, c'est vrai. Il l'est. Je veux dire, regardez-le. Ce type, regardez-le pendant ses auditions. Et oui, enfin, une chose qu'on peut dire de Rubio, c'est qu'il a confiance en lui. Il croit vraiment à ce qu'il croit. Et ce n'est pas un idiot. Il peut être ignorant sur certains sujets, il peut être influencé par une idéologie, il peut aussi être façonné par une histoire un peu fantaisiste, presque mythologique sur Cuba, ses parents, tout ça. Mais franchement, quand on le côtoie directement, je pense qu'il est plutôt intelligent, quelqu'un qu'il faut respecter. On peut se moquer de lui, bien sûr. C'est pareil avec Donald Trump. Je veux dire le nombre de gens qui se sont moqués de Donald Trump au fil des années. Et moi j'ai grandi en banlieue de New York. Donc dans les années 80, je savais très bien qui était Donald Trump. On se moquait de lui tout le temps. Les gens le tournaient en dérision. Norimi faisait des blagues sur lui. Et regardez où il en est aujourd'hui. Oui, exactement. Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. Et surtout, allez voir le Substack de Matt. Attendez, je vais le montrer ici. Voilà, c'est là. It's your yeah. Here it is. You can go there. Voilà. Vous pouvez y aller, vous abonner, et vous allez apprécier ce dont Matt parle, parce qu'il nous apporte des informations vraiment solides. De son point de vue, et beaucoup d'entre vous le savent si vous suivez ce podcast, Matt a sa propre manière de voir les choses. Et c'est tellement important pour nous tous de considérer toutes ces dimensions, tous ces angles. Mais sa compréhension est vraiment remarquable. J'aime beaucoup chaque fois que je discute avec lui. Merci Nima, j'apprécie beaucoup. Et à tous ceux qui nous regardent, abonnez-vous à Nima, mettez un like, partagez. Tu t'approches du demi-million, non? Oui, ça commence à se rapprocher. En tout cas, merci pour ce que tu viens de dire. Merci Nima. Merci. Merci beaucoup. Vous.